Vous vous croyez intelligent? Ok, évidemment que vous êtes super intelligent. Mais est-ce que vous êtes prêt à le vérifier? Pour commencer, essayez de me résoudre cette matrice. Mettez sur pause, vous avez 30 secondes pour trouver la réponse. Ah, c'est pas facile, hein? Allez, je vous donne la réponse en fin de vidéo. Salut à tous, vous regardez Déclic, la chaîne dédiée aux esprits intelligents, ou plutôt ingénieux, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'intelligence, de pourquoi on est obsédé à l'idée de la mesurer et même de la reproduire artificiellement dans des machines toujours plus évoluées. Donc ouais, gros programme. Mais bon, on va déjà commencer par une question toute simple. C'est quoi l'intelligence? Spoiler, c'est pas simple du tout en fait. Même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Pour certains, c'est la faculté de faire des associations appropriées entre les événements. Pour d'autres, c'est savoir s'adapter à la nouveauté. Mais peu importe la définition. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il est possible de la mesurer. L'idée de mesurer l'intelligence des humains, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire. Les premières tentatives datent de la fin du 19e siècle. Il faut dire qu'avant ça, la médecine avait d'autres chats à fouetter. Genre sauver des gens de la peste, par exemple, trouver des remèdes à la variole ou au choléra. Mais il y en a un qui y a pensé quand même, c'est Francis Galton. Galton, c'est le genre de type qui a une fiche Wikipédia assez bien remplie. Explorateur, écrivain, météorologue, statisticien et j'en passe, vous n'avez pas fini de scroller. Ce qui nous intéresse, c'est que Galton a essayé d'établir des exercices intellectuels, sensoriels et moteurs pour mesurer l'intelligence des êtres humains. Mais il ne savait pas trop quoi faire des résultats, et ce qui l'étonnait, c'est que des gens diplômés avaient parfois des scores très bas. Bref, il n'a jamais véritablement formalisé un test pertinent et applicable universellement. Il faudra donc attendre encore quelques années pour que le premier test d'intelligence voie le jour grâce à Alfred Binet. Et moi, sa petite coupe au bol, je la trouve sympa. Alfred, c'est un ancien avocat qui s'est reconverti dans la médecine puis la psychologie, une discipline toute nouvelle à son époque. En 1904, lorsque le ministère de l'Instruction publique le contacte, l'école n'est obligatoire en France que depuis une vingtaine d'années. Il y a donc des problèmes un peu nouveaux qui se posent, comme l'orientation des élèves et bien sûr, l'échec scolaire. Alfred Binet est donc missionné par le ministère de l'Instruction publique pour trouver un moyen de détecter les enfants qui ont des difficultés à suivre l'enseignement général, et du coup, de mieux les diriger dans les filières adaptées. Mais comment faire ça de manière simple, efficace et peu coûteuse? Et surtout, comment parvenir à un résultat objectif qui se passe de l'interprétation humaine? C'est en observant les différences intellectuelles entre ces deux filles, qui ont quelques années d'écart, qu'Alfred Binet a le déclic. Binet, en tout cas, comprend que juger l'intelligence de deux enfants d'âge différents, c'est pas bien malin. Il crée donc la première échelle métrique d'intelligence qui a pour but de mesurer le développement de l'intelligence des enfants en fonction de leur âge. En gros, en observant les capacités intellectuelles partagées par 75% des enfants d'un âge donné, il établit le niveau d'intelligence auquel chaque âge se réfère. C'est ce qu'on appelle l'âge mental. L'objectif principal, c'est de détecter un retard dans l'acquisition des connaissances pour mieux y remédier. Par exemple, un enfant de 8 ans qui parvient à réaliser tous les exercices d'un enfant de 4 ans, comme recopier un rectangle ou répéter 3 chiffres, mais pas plus, eh bien il aura 4 ans d'âge mental dans le référentiel d'Alfred Binet. D'ailleurs, après avoir inventé ce premier test appelé test Binet-Simon, il consacre sa carrière à trouver des solutions pédagogiques pour que les enfants rattrapent leur retard. Mais, il y a un mais. Petit problème avec le test de Binet. Bah ouais, parce qu'un retard de 2 ans chez un enfant de 4 ans, c'est un peu plus problématique que chez un enfant de 8 ans. 1912, nouvelle date, nouvelle avancée. Pour remédier à ce problème, un Allemand, Wilhelm Stern, c'est lui, invente le fameux test de QI, le quotient intellectuel. Le principe est plutôt simple, diviser l'âge mental de l'enfant par son âge réel et multiplier le résultat par 100. Alors ok, je crois que j'ai perdu ceux qui sont fâchés avec les produits en croix, mais je vous explique. Petit exemple. Un enfant de 4 ans qui a un retard de QI de 2 ans a un QI de 50, alors qu'un enfant de 10 ans avec ce même retard a un QI de 80. Ce système permet donc de qualifier et de comparer l'intelligence de tous les êtres humains, quel que soit leur âge. En 1949, un Américain, David Wechsler, c'est lui, il est beau, met au point un nouveau test toujours utilisé aujourd'hui, le WISC pour les enfants et le WAIS pour les adultes, qui utilise une démarche statistique qui va comparer les performances entre les personnes,
quel que soit leur âge. Le quotient intellectuel n'est donc plus un chiffre absolu, mais relatif aux résultats des autres. Et en plus, il s'inscrit dans une période donnée et selon des catégories d'âge. En gros, c'est plus précis. Mais attention quand même, en vous parlant de chiffres, de quotients, de statistiques, eh bien, ces tests laissent sous-entendre que l'intelligence d'une personne peut se résumer à un simple chiffre. Et ça, il faut pas, parce que de nombreux scientifiques, comme Howard Gardner, soutiennent qu'il n'y a pas qu'une intelligence, mais des intelligences, qui ne se mesurent pas grâce à une approche mathématique. Comme par exemple l'intelligence sociale, qui permet de mieux comprendre ce que ressentent les autres, ou encore l'intelligence spatiale, qui permet au cerveau de mieux appréhender l'espace qui t'entoure. Gardner en dénombre 8 au total, mais il existe plusieurs théories qui élargissent le concept d'intelligence au-delà des tests de QI. Mais quand même, à quoi ça ressemble ce fameux test de Wechsler? On va faire un test, en tout cas vous allez le faire parce que moi je sais déjà que je suis intelligent. En vrai, je vais juste vous montrer des exemples d'exercices typiques. Premier test, observez bien cette séquence qu'il faut compléter. Vous avez 5 propositions de réponses, à vous de jouer. Deuxième test, nous avons un hexagone et une sélection de 6 formes. Vous devez assembler 3 formes pour reconstituer l'hexagone. Troisième test, mon préféré, celui de la balance. Observez bien la première balance pour déduire le poids des différents éléments. Que faut-il mettre sur la balance pour qu'elle soit en équilibre? Vous avez 5 propositions. Là, c'était juste un petit exemple de test qui ne veut pas dire grand-chose. En vrai, les tests de QI sont beaucoup plus développés et surtout menés par des psychologues spécialisés après plusieurs séances. Méfiez-vous de tous les tests qu'on trouve sur Internet parce qu'en général, ils sont pas du tout valides. Ces derniers temps, on parle énormément d'une nouvelle intelligence, l'intelligence artificielle. Ce qui est quand même un petit peu paradoxal, vu qu'on n'est même pas arrivé à une définition claire de l'intelligence humaine. Ce qu'on entend par intelligence artificielle, c'est en fait la mise en œuvre d'un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter l'intelligence humaine. Au quotidien, vous côtoyez cette technologie sur des sites internet par exemple, qui sont censés connaître vos goûts mieux que votre maman. Les fameux algorithmes utilisés par les géants d'internet et les plateformes. Mais au-delà de son utilisation commerciale, l'intelligence artificielle va révolutionner certains secteurs comme la santé. Et elle aide déjà des médecins à détecter les tumeurs cancéreuses très tôt. On commence aussi à construire des bâtiments dits intelligents, qui peuvent réguler leur consommation énergétique automatiquement et donc réduire leur empreinte carbone. Évidemment, certaines personnes s'inquiètent de la voir dépasser les capacités intellectuelles humaines. Et ces inquiétudes, elles sont pas vraiment nouvelles. En 1996, par exemple, le programme Deep Blue, créé par les ingénieurs d'IBM, avait déjà battu le super champion du monde des échecs, Garry Kasparov. Et forcément, ça avait effrayé pas mal de monde. Bah oui, faudrait pas que ça finisse comme dans les films où les robots se retournent contre les humains. Mais on va se détendre un petit peu, Une équipe de chercheurs américains de l'université de l'Illinois a fait passer un test de QI à une machine intelligente. Et devinez quoi? L'intelligence artificielle a obtenu un résultat équivalent à celui d'un enfant de 4 ans. Et pourtant, ça n'était pas n'importe quelle machine. Il s'agit d'un des systèmes d'intelligence artificielle les plus poussés au monde. ConceptNet 4, qui a été développé par des scientifiques de l'Institut de technologie du Massachusetts. C'est dur à prononcer, mais vous le connaissez surtout sous le nom du fameux MIT. Le test passé est celui de Wechsler pour les enfants de 4 à 6 ans et demi. Autrement dit, l'intelligence a obtenu le score minimum. Les réponses de ConceptNet 4 sont correctes dans les domaines du vocabulaire et des similarités. Mais dans les autres catégories, ça bégaye un petit peu plus. Alors, pourquoi? Eh bien, il faut savoir qu'une intelligence artificielle pense de manière logique, grâce à des informations implémentées dans ses données. Et c'est cette puissance de calcul qui leur permet d'être plus efficaces que les humains dans plein de domaines. Or, si elles peuvent calculer, elles ne savent pas toujours interpréter. Par exemple, à la question « Pourquoi est-ce que les gens se serrent la main ?», la machine a compris quelle est la raison pour laquelle les mains des gens tremblent. Du coup, ConceptNet a répondu que les gens se serraient la main parce qu'ils avaient une crise d'épilepsie. Imagine un petit peu, tu serres la main d'un robot, tu te retrouves au sol en PLS ou avec un massage cardiaque. C'est pas ce que j'appelle le progrès. Et c'est pas demain, donc, que Skynet risque de prendre le pouvoir et de nous envoyer un T-800.
Mais il faut le reconnaître, ces tests d'intelligence ont quand même eu une grande utilité dans l'éducation. Par exemple, en adaptant l'enseignement pour certains enfants en difficulté, et aussi à ceux qui sont naturellement plus vifs que les autres. Ah, au fait, la réponse à la matrice qu'on a affichée au début de l'épisode, eh bien, c'est ça. Et pour le reste des réponses concernant les petits tests que je vous ai fait faire tout à l'heure, eh bien on se retrouve en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!